C'est quand même pas une surprise si le Parlement européen a voté il y a 2 ans, ce bannissement des véhicules, thermiques en 2035. Un véhicule électrique, il vaut 50 de plus cher qu'un véhicule thermique équivalent. Des freins aujourd'hui Oui. à l'adoption du véhicule électrique, c'est le fait que les Français, avec leur véhicule, font quelques dizaines de kilomètres par jour, mais s'ils ont envie de traverser la France Oui. et de faire 1000 kilomètres, Oui. ça devient plus compliqué avec un véhicule électrique. Si la façon dont est menée cette transition revient à limiter les libertés de déplacement, elle va se heurter à des oppositions, à mon avis, Oui. politiques Oui. qui feront que ça ne fonctionnera pas. Bonjour, je suis Éric Le Serre, je suis le rédacteur en chef de Transition Énergie, qui est un média, comme son nom l'indique, consacré à la transition énergétique, et qui est un média à la fois numérique et à la fois papier. Donc nous publions sur le site transitionenergie.com, transition énergie au pluriel et en un seul mot, des textes et des contenus 6 jours par semaine. Et par ailleurs, nous publions une revue trimestrielle qui à chaque fois consacre des dossiers assez importants à des questions de fond, et nous publions aussi un certain nombre de numéros hors série. Alors, comme vous le savez peut-être déjà, ou maintenant vous le savez, nous avons décidé de lancer une chaîne YouTube pour aborder les différentes problématiques autour de la transition énergétique. Et donc, comme ça fait partie de nos premières émissions, je demanderai un peu d'indulgence, puisque nous sommes en période de rodage, on va dire ça comme ça. Et alors, un mot qui est assez justifié, parce que le thème d'aujourd'hui sera celui de la voiture, mais de la voiture électrique, plus particulièrement de la voiture électrique à batterie, et que j'ai la chance d'avoir comme invité pour parler avec nous et nous partager ses connaissances et son expertise du domaine, Serge Cometti, donc qui est un expert en mobilité électrique, et qui, en plus de ça, on va dire, qui présente pour nous un double avantage, double qualité, c'est pas seulement un théoricien, mais c'est aussi un praticien. C'est-à-dire que M. Cometti a importé, a commercialisé et commercialise encore des véhicules électriques, notamment des véhicules électriques chinois. C'est lui qui a importé les premières MG, qui sont des véhicules électriques qui remportent un énorme succès en France et en Europe, et on va dire dans le monde. Et par ailleurs, il est aussi, ce qui est une qualité rare, et notamment en France, c'est un bon connaisseur de l'industrie automobile chinoise, des constructeurs automobiles chinois, qui sont aujourd'hui une espèce d'épouvantail, en tout cas pour les constructeurs automobiles et éventuellement sur le marché automobile français et européen, à tel point d'ailleurs que la Commission européenne a lancé une enquête pour voir s'il n'y avait pas un peu de dumping de la part des constructeurs automobiles chinois. On va en revenir rapidement à notre point de départ, qui est le fait que la transition en matière automobile est une transition extrêmement rapide, et que les règles fixées par l'Union européenne et adoptées par tous les gouvernements européens, c'est qu'à partir de 2035, il sera quasiment impossible, on va dire, d'acheter un véhicule neuf à motorisation thermique, et que, en tout cas les véhicules particuliers, et qu'il faudra obligatoirement acheter un véhicule électrique, essentiellement un véhicule électrique à batterie. Alors pourquoi je dis véhicule électrique à batterie plutôt que véhicule électrique en général, même si je pense que dans la conversation maintenant on va parler véhicule électrique sans préciser batterie à chaque fois, c'est parce qu'en fait il est possible et il existe d'avoir un véhicule électrique qui ne fonctionne pas avec des batteries, ou en tout cas avec des batteries importantes. Le bon exemple, c'est le véhicule à hydrogène, qui en fait produit sa propre électricité. C'est-à-dire que c'est la même architecture, et M. Cometti rentrera plus dans le détail éventuellement que moi sur ce sujet, sur ce domaine. Donc c'est la même architecture qu'un véhicule électrique à batterie. La différence étant que, à la place de la majeure partie des batteries, il y a un réservoir avec de l'hydrogène, et il y a une pile à combustible qui, avec cet hydrogène, fabrique l'électricité qui va alimenter les moteurs électriques. En revanche, le véhicule à batterie, on va dire, produit un peu de son électricité au freinage, quand il récupère de l'énergie, mais l'essentiel de l'énergie qu'il y a dans ces batteries provient de la recharge, dans des bornes de recharge. Donc, ce véhicule électrique à batterie, aujourd'hui, connaît une accélération assez impressionnante et assez considérable de ses ventes depuis plusieurs années, en France, en Europe en général, mais aussi dans d'autres pays très importants, en Chine, et ça commence aux États-Unis.
on va dire notamment sous la pression des pouvoirs publics, afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants atmosphériques, à l'aide de subventions, d'aides, d'incitations, à la fois par les constructeurs aussi, et à la fois publiques. Alors pour autant, et ça va être on va dire le premier aspect, le premier thème de notre discussion avec Monsieur Cometti, pour autant, de mon point de vue, le véhicule électrique à batterie, s'il présente des avantages, présente aussi des inconvénients, et ce n'est pas une panacée comme on veut nous le présenter à chaque fois. Pour quelques raisons que je vais exposer ici. D'abord, si l'empreinte carbone du véhicule électrique à batterie est en général, et d'après toutes les études sérieuses, supérieure sur la durée de vie du véhicule à celle d'un moteur qui fonctionne avec du diesel ou avec de l'essence, elle n'est pas non plus, la différence n'est pas toujours très importante. C'est lié à plusieurs aspects. Le premier aspect étant le coût de fabrication en termes d'empreinte carbone du véhicule, et notamment de ses batteries. Donc la batterie demande beaucoup d'énergie pour être fabriquée. Et elle demande aussi beaucoup de minéraux et de matériaux dits critiques, du lithium, du cuivre, du cobalt, du nickel. On va peut-être en reparler. Et puis après, comme ces cellules de batterie ou ces batteries sont aujourd'hui fabriquées essentiellement en Chine, il faut à la fois ramener les minéraux et les raffiner sur place ou en Chine, fabriquer, utiliser l'électricité qui est produite en Chine, essentiellement l'électricité au charbon, pour fabriquer, et après ramener soit les véhicules, soit les batteries en Europe, ce qui n'est pas une solution extraordinaire. Et après, l'autre aspect sur l'empreinte carbone, c'est comment est fabriquée, comment est produite l'électricité qui permet de recharger les batteries. Si elle est fabriquée comme en France, c'est-à-dire avec de l'électricité nucléaire, hydraulique ou renouvelable à plus de 90%. Notre électricité est décarbonée à plus de 90% en France, ce qui est un vrai atout, et parfois on l'oublie. Dans ces cas-là, la voiture électrique à batterie est assez rapidement supérieure en termes d'empreinte carbone. On va dire, elle efface le coût plus élevé de sa fabrication rapidement. En revanche, si elle est fabriquée si elle est rechargée, avec de l'électricité à charbon, comme en Pologne, voire en Allemagne, c'est un peu plus compliqué. Voire en Chine ou aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est le premier aspect, l'aspect empreinte carbone. Après, il y a un aspect, on va dire, social et économique. Il y a encore d'autres aspects techniques qui sont les bornes de recharge, etc., l'autonomie, etc. Mais on reviendra. On va dire l'usage des véhicules électriques qui n'est peut-être pas tout à fait le même que la motorisation thermique, même si l'écart se réduit. Et on va en parler. Et après, il y a un aspect social et économique. Donc l'aspect social, c'est l'accessibilité des véhicules électriques, notamment, on va dire, pour les gens qui utilisent le plus leurs véhicules en France, qui sont ce qu'on appelle la France périphérique, et qui ne sont pas les Français ayant le plus de moyens, qui ont un vrai problème de pouvoir d'achat. Et après, on a un aspect économique qui est l'industrie automobile est en Europe encore, et en France, une des rares industries, en tout cas en France, et même en Europe, où nous étions très puissants, relativement dominants sur le plan technologique, et fortement exportateurs. Or, avec l'arrivée de la technologie électrique, les avantages, on va dire, technologiques que possédaient les constructeurs automobiles européens, voire français, mais disons européens en général, ont disparu. Et la preuve de ça, c'est que l'an dernier, les deux premiers constructeurs au monde de voitures électriques, c'était l'américain Tesla et le chinois BYD, excusez-moi. Ce qui veut dire que l'avantage comparatif ou compétitif par rapport à d'autres pays, pour moi, ça illustre plutôt le fait que des disrupteurs, des gens qui n'étaient pas dans ce métier-là, parce que BYD, au départ, fabrique des batteries de téléphone électrique. Tesla, c'est une entreprise qui est née au début des années 2000. Elon Musk, qui vient de PayPal, il a vendu PayPal. Donc des gens qui n'étaient pas dans ce milieu-là ont créé, il y a 20 ans, une entreprise qui, aujourd'hui, est devenue leader du marché. C'est-à-dire qu'effectivement, en 2022, Tesla est le premier au monde en vente de véhicules électriques, BYD est le deuxième au monde, et ces gens-là n'existaient pas il y a 20 ans. Et ils se battent contre des gens. Renault a plus de 120 ans, Peugeot une centaine d'années, Volkswagen va fêter ses 100 ans, et Ford a plus de 100 ans. Donc
C'est plutôt ça, c'est des nouveaux entrants, qui croient à cette technologie, aux bienfaits des véhicules électriques et qui, parce que la technologie d'un véhicule électrique est plus simple à mettre en œuvre en termes d'investissement, en termes de pièces, en termes d'après-vente et cetera, arrivent sur le marché et à la place des constructeurs traditionnels qui n'ont pas fait les efforts qu'il fallait pendant toutes ces années pour proposer sur le marché à ce moment-là des produits compétitifs, beh, prennent leur place. C'est ça le vrai truc, si vous Mais alors voulez. ça veut dire, est-ce qu'on peut Oui, même aller un peu plus loin? Puisqu'on a commencé par l'aspect oui, économique, on va commencer oui, par l'aspect économique, après oui. après on reviendra sur les questions techniques et les questions sociales. Mais puisqu'on est sur l'aspect économique et l'aspect industriel, Mmh. est-ce que ça veut dire ce qui est u on va dire une vieille histoire des ruptures technologiques, que les on va dire les puissants qui contrôlaient leur marché traditionnel et qui ont des structures très lourdes, des façons de fonctionner beaucoup moins efficaces, beaucoup moins agiles, que les nouveaux entrants, sont condamnés. Ça veut dire que est-ce que dans cette logique-là, les constructeurs traditionnels, puisqu'ils sont déjà dépassés sur l'électrique par des nouveaux entrants et puisque de toute manière l'électrique est appelé, on va en parler aussi, de toute manière à continuer à étendre, ses parts de marché et à contrôler presque la quasi-totalité du marché, est-ce qu'ils sont condamnés? Ça veut dire, est-ce que dans les j'en sais rien moi, dans les 10-15 grands constructeurs mondiaux, américains, européens et japonais, il y aura la moitié vont disparaître dans les 20 ans. Et alors, il y a des constructeurs vont disparaître, mais pas simplement des constructeurs qui existent aujourd'hui. Vont disparaître aussi des constructeurs qui sont en train de se mettre en place. Quand vous regardez le marché français et le marché chinois, là, j'ai fait une comparaison au mois de juillet dernier, vous avez en Chine 40 plus de 40 groupes automobiles. En France, vous en avez une vingtaine. En Chine, vous avez 90 marques automobiles. En France, vous en avez une cinquantaine. Et en tant que modèle de véhicule électrique sur le marché, vous en avez près de 300 en Chine, quand vous en aviez moins de 100 en France. Donc, dans tous ces nouveaux constructeurs qui sont nés, en Chine, un certain nombre ont aussi disparu. Donc, je pense que certains constructeurs traditionnels ont des problèmes, mais il y en a eu déjà dans le passé. Daewoo a disparu. Bon, vous avez des phénomènes comme ça et quand on prend, l'histoire, moi Ford, donc un constructeur qui a plus de 100 ans, a été dépassé le mois dernier dans le classement, mondial des constructeurs automobiles par BYD. BYD est devenu, 4e constructeur mondial devant Ford et dans les histoires de rupture technologique, les entreprises disparaissent pas forcément, mais elles gardent pas la même empreinte. Si vous Si on regardez fait Kodak, pardon, Kodak oui, ça voilà, existe la encore. comparaison avec la photo Voilà, argentique est Kodak, excellente. ça existe encore. Kodak avait inventé la photo Enfin, Kodak numérique est pas avec oui, Kodak est des passé par la ouais, faillite par la loi voilà. sur les faillites avant Mais d'exister encore voilà, petitement, hein. mais ils ont inventé, ce produit-là, ils l'ont pas mis sur le marché parce que leur modèle économique, c'était de vendre Les du pellicules. développement, du pellicule. Et moi, je me souviens des pellicules qu'on postait, on mettait directement dans la boîte aux lettres. Ils avaient un accord avec la poste et puis Le après, fameux ça revenait, Kodachrome. voilà, les diapositives et puis après, on recevait ces diapositives chez soi. C'est hyper pratique, c'était vachement bien. Mais, Kodak aujourd'hui, vit de la vente de ses brevets. Il Alors y a Fujifilm s'en est un peu mieux sorti. alors vous avez, un autre exemple qui est intéressant, c'est, les réfrigérateurs, Frigidaire. Bon ben, avant, l'invention du réfrigérateur par Frigidaire, il y a très, très longtemps, le numéro un de la bourse à New York, c'était l'entreprise qui fabriquait les pains de glace. Parce qu'on avait besoin des pains de glace pour conserver la nourriture. Donc, ils fabriquaient des pains de glace et puis ils livraient les pains de glace et ben, on avait des armoires qui étaient couvertes de zinc pour garder, le froid un petit peu plus longtemps et conserver les aliments. Cette entreprise existe toujours, mais elle est plus numéro un de la bourse à New York. Donc, le problème des gens qui sont installés sur des marchés, comme dans tout phénomène humain, quand vous êtes le premier, vous avez tendance à vouloir le rester et vous faites peut-être pas les efforts qu'il faut, pour aller dans des technologies nouvelles qui arrivent et vous voulez rentabiliser celles que déjà amorties, qui vous rapportent beaucoup et qui vous permettent de délivrer, les résultats que vous promettez aux actionnaires. Heu, Mais si on prend les exemples que vous donnez, oui. ça veut dire et si on essaye de les appliquer, les Mmh. transposer, il y a évidemment des différences à l'industrie automobile, ça veut dire que quoi qu'il arrive, les grands constructeurs traditionnels ne seront jamais plus ce qu'ils ont été. Si vous preniez l'exemple de Kodak dans la photo, voire de Fujifilm, c'était 2 entreprises complètement dominantes qui contrôlaient presque avec un peu Agfa Ouais. le marché de la photo argentique.
aujourd'hui, elles tirent plus ou moins leur épingle du jeu sur des niches, mais elles ne sont plus du tout ce qu'elles étaient auparavant. Vous parliez de frigidaires Ouais. ou d'autres. Euh, 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 donc on va dire les traditionnels Ouais. et les géants d'avant sont devenus des petites entreprises et qui contrôlent. Ça veut bien dire que, alors c'est sans doute Ouais. inéluctable et inévitable, Ouais. mais ça veut dire que le poids de l'industrie automobile telle qu'elle était dans les économies européennes ou dans l'économie européenne sera plus tout à fait ce qu'il a été dans les années qui viennent. Et Et ça aura un impact sur l'emploi, ça aura un impact sur beaucoup de écoutez, choses. j'en sais rien et je ne sais pas qui sera là dans 10, 15, 20 ans, 30 ans, etc. Mais c'est un petit peu compliqué tout ça à prévoir. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que l'Europe, comme vous le disiez, a banni aujourd'hui les véhicules thermiques en 2035. Avec une petite C'est exception qui est si c'est des carburants Oui, et synthétiques. puis Alors je le dis d'autant plus volontiers, que excusez-moi de vous vous avez un interrompre, numéro que là-dessus. que le dernier numéro de Transition Énergie est sur les carburants de Oui, synthèse, oui, décarbonés, oui, attention, avec, je le présente ici, oui, avec, en s'intéressant à la problématique pour savoir si sur un certain nombre de niches, en tout cas au oui, début, les carburants de synthèse oui, vont prendre une oui. place et si on arrivera à les produire à des coûts compétitifs et si Oui, notamment dans certains domaines, comme l'aviation, voire le oui. transport lourd. Et 2035, c'est aujourd'hui, il y a des Pardon. clauses de revoyure, et puis demain, peut-être que ça bougera, etc. Je sais pas comment ça Mmh. va évoluer. Récemment, hier ou avant-hier, la Commission européenne a décidé de reporter l'obligation de 0 émission de CO2 sur les bus urbains de 2030 à 2035, par exemple, hein. Mmh. Donc, sur les voitures, il peut y avoir aussi des choses comme ça qui se produisent. Mais en tout cas, ce qui est un petit peu, j'allais dire, fort de café, d'une certaine manière, c'est d'accuser des constructeurs étrangers, soit chinois, soit américains, de profiter de cette marche en avant que la Commission européenne a voulu imposer aux constructeurs pour Et aux la consommateurs. trajectoire zéro CO2 en 2050, des constructeurs étrangers d'avoir profité de ça, alors que ceux qui étaient dans le cœur de ce marché et les mieux à même de voir et d'anticiper ce qui allait se produire sont les constructeurs européens. Si vous voulez, prendre un exemple, moi j'ai travaillé pendant des années chez Renault. Mmh. Eh ben, Renault, en 2008, annonçait vouloir être le Toyota du véhicule électrique. Absolument, c'était Carlos Ghosn. Carlos Ghosn, à l'époque, avait un plan pour être il voulait être le premier à avoir fabriqué 1 million de véhicules électriques, comme Toyota avait fabriqué 1 million de véhicules full hybrides, ce qui disait, au bout d'1 million, on a des effets d'échelle, etc., on peut réduire les coûts. Sauf que la technologie choisie n'était pas tout à fait la bonne, qui consistait à changer les batteries et Oui, que alors il y par avait ce ailleurs, projet-là, mais il y avait pas que ça. il avait raison trop Mais tôt mais et ça n'a mais pas fonctionné. Mais il n'y avait pas que ça. Et à l'époque, vous parliez d'usines de batteries qui ne sont pas en Europe et qui Mmh. sont en Chine, etc. Mais ils voulaient faire de Flins, dont Renault aujourd'hui ne sait pas quoi faire, d'une certaine manière, une usine de fabrication de batteries. Et donc, si cette vision qu'il avait, lui, pas tout seul, avec Patrick Pellata, avec d'autres, en 2008, avait été au bout de son exécution, et si, d'une certaine manière, la vision ou la nécessité d'avoir des profits court terme n'avait peut-être pas prévalu sur la nécessité d'avoir une vision long terme, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas dans cette situation-là. On aurait peut-être Ça une veut dire usine qu'il de n'a pas fabrication eu de l'aide des batteries. pouvoirs publics suffisante? Bah, d'abord, bon, il y a l'histoire derrière qui s'est passée un peu compliquée avec lui, et puis avec Nissan aussi, une alliance Mmh. qui est en train de se défaire un peu, qui fait que tout ça, voilà, bon. Mais il est clair que si on prend les pouvoirs publics et qu'on fait la comparaison avec la Chine, par exemple, parce que Tesla, c'est une aventure individuelle presque, À l'américaine, enfin, oui, oui. profitant quand même des législations très anti-CO2 de la Californie, hein, Et puisqu'au et départ, il est installé là-bas. Mais et d'un personnage un peu particulier, oui, très controversé et très, oui, charismatique à la fois mais et qui était, à la fois, remarquable et ouais, détestable. ouais, Voilà, c'est comme souvent aux États-Unis, il y a un entrepreneur un peu particulier qui mais casse le mais jeu et mais qui casse les règles. mais qui n'a pas été précédé par des pouvoirs publics, mais Non, qui a été suivi par des investisseurs privés, et suivi très longtemps. et Je par des regardais, institutions boursières dans des conditions d'ailleurs je assez parfois je étonnantes. je regardais ses ventes, les ventes de Tesla. Il vendait 11 Tesla en 2010 en France,
Il en vendait 1400 en 2016, quand le marché a fait 1%. Il en a vendu par le président Xi Jinping quand il est arrivé au pouvoir en 2013, et puis ça a été adopté en 2015, qui prévoyait que l'industrie automobile chinoise devait faire 70% des véhicules à nouvelle énergie sur le marché chinois en 2020 et 80% en 2025. Et ils le font. Donc là, vous avez j'allais dire d'une certaine manière, un pouvoir politique qui est ce qu'il est, mais qui est capable d'avoir une vision long terme et d'une planification à très long terme, qui Non, supporte vous avez, aussi des si on veut même ambitions aller un peu plus loin, industrielles. vous avez un pouvoir politique Mmh. qui a pris la décision Oui, de faire de l'industrie chinoise oui. l'industrie qui domine, on va dire, la transition Mmh. énergétique et l'électrification. Mmh. C'est-à-dire que vous avez, c'est pas ma thèse, mais c'est une thèse assez développée, vous avez, on va dire, des puissances fossiles, donc des pays qui sont des grands producteurs d'énergie fossile. Dans les grandes puissances, vous avez évidemment les États-Unis et la Russie, mais vous avez aussi, dans des puissances un peu moyennes, des producteurs, notamment au Moyen-Orient, Ouais, etc., tous les pays du voire le Moyen-Orient. Canada, etc. Et puis vous avez des puissances électriques. Mmh. Dans une certaine mesure, la France, avec son nucléaire, l'a été. Oui. Elle l'est moins maintenant parce qu'elle a tourné le dos pendant de nombreuses années à l'avantage qu'elle Mais elle avait y revient, technologique. ouais. Elle y revient, mais On dit, tardivement. Bon, ouais, mieux vaut tard que jamais. Exactement. Et puis vous avez, après, la stratégie délibérée de la Chine qui est de dominer toutes les industries de la transition énergétique vers l'électrification. Et donc la Chine est dominante en matière de panneaux solaires. Elle a écrasé tout ce qui bougeait. Mmh. L'Europe tente de reconstituer, mais c'est très compliqué, une industrie photovoltaïque avec, à mon sens, mais je peux me tromper, assez peu de chances d'y parvenir. Vous avez la Chine qui domine donc l'industrie des éoliennes. Aussi, oui. Vous avez la fabrication des batteries, à peu près 80% des batteries dans le Mmh. monde, ou des cellules de batteries Oui. qui sont fabriquées en Chine. Et pour aller un peu plus loin, juste dans ce Oui. domaine, après, il y a aussi les électrolyseurs, les pompes à Oui, chaleur, oui, mais oui. et le nucléaire civil aussi, que la Mmh. Chine va dominer. Mais juste pour rester sur les batteries, et elle détient aujourd'hui un avantage compétitif majeur, en dehors de tout ce qu'on vient de dire, Oui. qui est que elle contrôle une bonne partie de la production des matériaux et des minéraux critiques et des métaux dont on parlait, et plus encore leur raffinement qui se fait sur son sol. Oui, mais Ce qui veut dire que même si on fabrique, avec nos fameuses gigafactories dans lesquelles on va Oui. mettre beaucoup d'argent, les batteries ici, de toute manière, les métaux nécessaires à la fabrication de ces batteries, il faudra bien les apporter de la Chine. oui, tout à fait. Donc on est quand même face à une Mais situation reprenons le cas de la Chine. qu'on ne maîtrise pas du tout. La Chine était face à un problème de dépendance énergétique au pétrole, parce qu'elle n'avait pas de pétrole, mais elle avait du charbon et des choses comme ça. Elle a un problème de pollution aussi. Et donc, tout ça était absolument cohérent d'essayer de développer une industrie Bien sûr. automobile pour un marché qui est devenu le plus grand au monde. Aujourd'hui, 24 millions de voitures vendues en Chine, contre à peu près 16 millions en Europe, et puis 14, 15, 16 millions suivant les années aux États-Unis. Le marché chinois a dépassé le marché américain en 2008. Donc c'est des choses quand même qu'on voit venir depuis un certain temps. Donc il y a quelque chose d'absolument cohérent de mettre l'accent sur les véhicules électriques et de le faire d'une manière extrêmement simple, visible. Moi, je suis frappé. La dernière fois que je suis allé, quand vous allez en Chine, vous voyez, les véhicules ont deux types de plaques. Ils ont des plaques bleues ou des plaques vertes. Plaque bleue, c'est un véhicule thermique. La plaque verte, c'est un véhicule nouvelle énergie. Ce qui ne veut pas dire 100% électrique. Ça peut être un hybride, un full hybride, un hybride rechargeable, un véhicule avec extension de range, etc. Mais nous, en France, on a 6 vignettes. On n'a pas 2 plaques, on a 6 vignettes. Donc, vous allez dans les grandes villes, vous n'avez plus un seul scooter ou moto thermique. Vous n'avez que des scooters électriques. Vous avez des voitures qui sont branchées. Alors d'ailleurs, parfois on se pose des questions parce qu'il y a des rallonges, des machins, des trucs qui passent par la rue et puis il pleut. Mais ça marche très bien. Alors la Chine a été confrontée, elle est un peu moins, au cours des dernières années, à des pénuries d'électrique, de production électrique. Mais ils ont été très simplement, très rapidement, dans l'électrique. Et on parle des voitures aujourd'hui, mais quand vous y alliez il y a des années en Chine, c'était déjà les leaders sur le marché des véhicules des vélos à assistance électrique. Donc ils ont pris une position sur les batteries des téléphones, sur les batteries des vélos, sur les batteries des scooters, sur les batteries des motos, sur les batteries des voitures. Donc ça fait
10, 15 ans, 20 ans peut-être, si on prend l'histoire des batteries, qu'ils ont investi complètement dans cette industrie et qu'ils la possèdent complètement depuis le début. Mmh. Et il ne faut pas voir leur savoir-faire simplement sur les voitures, mais c'est tout cet écosystème qui part des batteries de téléphone jusqu'aux batteries de voitures qui fait qu'ils ont une puissance aujourd'hui inégalée dans le monde. Mais pour en revenir à ce que vous disiez, moi je me souviens, mon père travaillait chez Ron Poulain, qui avait à l'époque à La Rochelle une usine de raffinage qui faisait du raffinage de terres rares, qui était un truc unique en Europe. Et ils avaient une espèce de monopole là-dessus. Je ne sais pas ce que cette usine est devenue, mais aujourd'hui, effectivement, le raffinage de toutes les terres rares qui sert à fabriquer des aimants, à Ou même le fabriquer des raffinage moteurs, du fabriquer des lithium, hein, batteries, ça se fait en Chine. ça se fait en Chine. Et même si on extrait aujourd'hui, on envoie ça là-bas, et puis après, ben, on récupère. Et les gigafactories qui sont fabriquées aujourd'hui, qui sont en train de se mettre en place dans le nord de la France, elles se mettent en place avec des ingénieurs chinois, des machines chinoises, investisseurs et des investisseurs chinois. Mais donc, voilà, ça fait très longtemps que la Chine a mis l'accent sur les véhicules électriques. Je parlais des vélos. Je regardais les vélos à assistance électrique. En 2015, je suis allé en Chine parce que je voulais regarder s'il y avait des produits que je pouvais rajouter dans la gamme de produits que je vendais à l'époque. Voilà. Mmh. Donc j'ai visité des usines de vélos, des usines de scooters, des usines voilà. Et à l'époque, le marché français, c'était quelques dizaines de milliers d'unités. Absolument. Alors que le marché allemand, vous êtes déjà 300 000 vélos à assistance Alors, à électrique. l'inverse, en Allemagne, ils ne vendaient pas de voitures électriques. Non, Ils s'en pas du vendaient un tout. peu plus en France Voilà. à ce moment-là. Et aujourd'hui, en 10 ans, hein, le marché des vélos à assistance électrique est passé de 70 000 en 2014 à 700 000 l'an dernier. Alors maintenant, il y en a trop. Il y a des surstocks, les gens ne savent plus quoi faire de leur vélo électrique. Mais on est en retard là-dessus, et c'est ahurissant, moi je trouve, que l'industrie européenne soit en retard sur ces sujets-là, Mmh. alors que la Commission européenne est en avance. L'Europe, dans sa démarche zéro carbone en 2050, Alors, au moins dans son excusez-moi, expression. mais j'inverserai Oui, votre raisonnement. C'est-à-dire oui. que la Commission européenne, est-ce qu'elle mesure les conséquences? Alors, on ne parle pas en termes d'émissions de CO2, en termes d'empreinte Oui. carbone, mais est-ce qu'elle mesure les conséquences économiques et sociales des décisions qu'elle a prises? Parce que quand vous dites qu'elle est en avance, je veux dire, si elle se rend compte et si elle sait que son industrie ne s'adapte pas ou s'adapte pas suffisamment vite, ou n'a pas voulu s'adapter, ou n'a pas les moyens d'ailleurs des investissements, le fait d'imposer la transition rapidement ou relativement rapidement, parce que vous avez raison, 2035, c'est demain, Oui. ça signifie Vous condamner savez, son industrie. alors, Donc là, elle porte une part je de veux dire, responsabilité. alors, Mais vous avez raison sur le fait que les il- Chinois ont compris et ont oui, investi avant nous oui. et en Il tirent n'est- les bénéfices ou vont en tirer les bénéfices. il n'est pire sourd que celui qui ne veut pas entendre, j'allais dire, hein. Les constructeurs européens, ils entendaient depuis longtemps que l'Europe voulait mettre en place ça. C'est quand même pas une surprise si le Parlement européen a voté il y a 2 ans ce bannissement des véhicules thermiques en 2035. À un moment donné, si les gens ne bougent pas, vous êtes obligé de prendre des mesures. Après, sur le pragmatisme de la Commission européenne, moi je crois que la Commission européenne sera pragmatique. On le voit dans la décision que j'ai rappelée tout à l'heure, là, qui a été de retarder de 2030 à 2035 l'interdiction des bus thermiques en ville. C'est vraisemblablement parce que l'industrie européenne n'est pas en mesure de fournir les véhicules qu'il faudrait pour satisfaire à ça. On le voit aussi dans l'enquête qui a été annoncée par Ursula von der Leyen, qui cherche Sur un vraisemblablement à éventuel être dumping réélue. par l'industrie chinoise. Voilà, une enquête sur les subventions de l'industrie chinoise. Donc, on le voit aussi avec le score écologique que le gouvernement français veut mettre en place à début 2024 pour donner ou pas un bonus écologique aux véhicules en fonction de leur empreinte carbone totale. Ouais, parce Donc, que c'est ce que font les Américains et ce que font pas les Européens, ce qui fait quand même une différence énorme. C'est-à-dire que les subventions américaines importantes à l'achat des ouais, mais véhicules électriques sont liées au fait que les là, véhicules sont produits en grande partie sur le sol américain. oui, Ce qui n'est mais pas ce que fait l'Europe, oui, puisque l'Europe est, on va dire, plus libérale oui, et plus ouverte, elle est, contrairement à ce qu'on peut imaginer, à la concurrence internationale et aux règles de oui, l'Organisation oui, mondiale du commerce. mm,
C'est là où on parlait, est-ce qu'elle mesure les Oui, conséquences ou est-ce qu'elle est oui, responsable des oui, conséquences? Les gouvernements prendront ça dans la figure, mais pas forcément, oui, les administrations, à Bruxelles. Mais pour en revenir, les Américains font du protectionnisme en matière de véhicules électriques pour sauver leur oui. industrie. Nous, on le fait pas. Non. Non, mais l'Europe est plus diverse, hein. L'Europe est en fait, les États-Unis existent, la Chine existe. Oui, oui. L'Europe n'existe pas. Et et j'allais dire, Si elle oh, existe, puisqu'elle impose des choses, mais ceux qui imposent des ouais, choses ne sont pas mais forcément ceux qui vont en subir les ouais, voilà, et puis il y conséquences. a une telle diversité et de complexité dans le pouvoir de décision et Mmh. puis, d'absence de vrai budget, propre que, bon, c'est compliqué en Europe d'arriver à mettre en place des choses et il se trouve que le marché européen est technologiquement alors c'est plus complètement vrai parce que maintenant la Chine est passée devant, mais c'était, le marché, la compétition avait permis ça. C'était le marché le plus compétitif avec, les normes les plus, protectrices des consommateurs, et avec, l'offre, technologique la plus, diversifiée par rapport au marché américain qui était un marché relativement, Simple, j'allais dire simple avec des oui, trucks, rudimentaire, voilà, avec des qui consommaient beaucoup et cetera. Bon, avec l'électrique, ça change un peu. Maintenant, c'est la Chine qui reprend le leadership là-dessus. Mais, je pense que c'est, quelque chose qui va se réguler dans les années à venir. Le Cette lutte pour le CO2, la réduction des émissions de CO2, ça devrait permettre à l'Europe de reprendre, de continuer à se construire en mettant en place une vraie taxe CO2, à la fois interne et externe, et qui permettrait de collecter de l'argent, de constituer un budget, à la fois d'être vertueux pour réduire les émissions de CO2 dont on a besoin, des règlements climatiques, pour la santé des gens aussi, et en même temps lui permettre d'exister. C'est pour moi, c'est une opportunité, une chance d'aller plus vite et de construire plus vite l'Europe, et ça permettrait aussi de, j'allais dire, protéger les industries, locales. oui, parce que si vous détruisez votre industrie, si vous voulez la chance pour l'Europe, je ne la vois pas trop. Absolument pas, Heu, oui. Ce sera plutôt un appauvrissement, généralisé. Je voudrais maintenant, si vous en êtes Oui, d'accord, alors on peut peut-être finir quand même sur l'industrie automobile chinoise, dont en fait qu'on connaît assez peu, oui. en Europe et dont on mesure pas en fait la richesse. C'est-à-dire qu'il y a au moins une dizaine de constructeurs qui sont des constructeurs de très haut niveau qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qu'on va Non. voir arriver. Mmh. On en connaît, Geely Oui. parce Racheter qu'ils ont Volvo, oui. Volvo, Mmh. BYD, Oui. SAIC, MG, enfin ouais, voilà, SAIC, oui. et cetera. Mais il y en a une Beaucoup dizaine plus, oui. d'autres Bien qui plus. sont Oui. apparemment très compétitifs Oui. et qu'on va voir arriver. Alors, certains avec des innovations Mmh technologiques, avec mh, des mmh. designs, avec des choses intéressantes, heu, est-ce qu'on va pouvoir résister au raz-de-marée ou c'est même pas la peine d'espérer? Alors je vous disais tout à l'heure là, en Chine, 44 groupes automobiles, 14 en France, hein, 91 constructeurs, Et en Chine, une dizaine qui 40 sont vraiment puissants et et internationaux. oui et puis, pas la moins de 300 modèles qui ont moins de 100 modèles aujourd'hui, hein. Je parle d'aujourd'hui parce que des constructeurs en Chine, ils s'en créent tous les jours. J'ai rencontré il y a pas longtemps une personne là qui m'a montré, sa présentation d'une entreprise dans laquelle Renault a du capital, des Alors je grands croyais qu'on noms était plutôt dans une phase de d'industrie. concentration de l'industrie automobile chinoise, parce qu'il y a quelques années, il y avait 300 constructeurs et Vous avez les eu pouvoirs publics les ont incités à se vous regrouper. avez eu de la concentration, mais vous avez encore des marques qui se créent aujourd'hui, D'accord. ex nihilo avec, des participations de constructeurs, dont des constructeurs européens d'ailleurs, Mmh. hein, et qui ne sont pas encore sur le marché et qui viendront éventuellement dans 1 an, 2 ans, 3 ans et cetera. Donc, le marché, chinois, est énorme, ça permet, de quand on a un marché intérieur, comme la Chine l'a, ça donne un Un avantage avantage en plus de considérable compétitivité parce ensuite, qu'on bien peut sûr. fabriquer, vendre, rentabiliser et avoir l'argent derrière pour On aller sans avoir besoin de subventions particulières, on parlait autres des que, panneaux photovoltaïques, des oui, éoliennes et cetera. Ce sont c'est les premiers marchés mondiaux, ce voilà. qui permet à l'industrie de se Exactement construire. et puis derrière, en ayant rentabilisé, dans son marché, local, d'aller à l'exportation, sans avoir besoin éventuellement de subventions, qui, changeraient les règles de la concurrence. C'est-à-dire, c'est simplement la taille du marché.
D'ailleurs, quand vous regardez, pour prendre un autre Sachant exemple. qu'il y a quand même eu des subventions pour les véhicules électriques pendant de nombreuses Oui, années. Voilà. pour prendre un autre exemple très différent dans une une industrie, qui est pas du tout la même, la production audiovisuelle, israélienne, qui est, mise en avant sur les séries, le foisonnement, la richesse des séries. Ces gens-là, le marché est tout petit, donc ils pensent tout de suite mondial. Donc ils font tout de suite des séries qui vont s'adresser et intéresser les consommateurs américains, les consommateurs européens et pas simplement les Israéliens. Parce qu'il y a que comme ça qu'ils peuvent exister. Bon, et donc, Oui, pour les le Chinois, la question ne se pose pas comme ça. voilà, ils ont ce marché intérieur qui est une vraie richesse. Donc aujourd'hui, raz-de-marée, moi je pense pas, très sincèrement, hein, j'ai vendu Et la pourtant, vous avez vu de nombreux produits qui vont oui, oui, arriver, qui sont différents, voire supérieurs aux produits européens, oui, 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 c'est clair. Ouais, j'ai vendu la première MG en 2020 en France. et donc en France et MG est aujourd'hui, le constructeur, chinois qui marche le mieux en France et en Europe, Mhm. hein. Je regarde les chiffres à fin septembre, ils font 1,5 de part de marché. En Et France ou en en Europe? France. En Et France. puis en Europe, ça fera à peu près la même chose, à fin 2023. Donc, Alors que leur premier véhicule arrivé en Europe, c'est en 2020. Donc en c'est 3 ans, 2020. voilà. La première voiture la première voiture, c'était la MG ZS, mais c'est aussi les gens qui ont la gamme de véhicules électriques la plus large du marché. Parce qu'aujourd'hui, MG, ils ont la MG4, ils ont la MG ZS, ils ont le Marvel, ils ont la MG IHS, ils ont la MG5. Je pense qu'aucun constructeur Même autre Tesla qu'eux, n'a pas une gamme aussi large. non, Ouais. pas une gamme aussi large. Donc, ils ont une gamme très large. En revanche, quand on regarde les chiffres, on voit qu'ils n'arrivent pas à accumuler les volumes et que la MG4, qui est le modèle le plus récent et aussi le moins cher, ben, cannibalise les autres. Donc aujourd'hui, ils vendent que de la MG4, ce qui ne fait pas les affaires de Renault avec la Renault E-Tech qui ne se vend plus. Voilà. Mais donc 1,5% de part de marché avec 200 concessionnaires en France, bon, avec les investissements publicitaires qu'ils font, etc., pas certain qu'ils gagnent de l'argent aujourd'hui, hein. Donc c'est des calculs à long terme. Bon, c'est des gens qui ont une vraie stratégie et puis ils vont vraisemblablement mettre une usine à un moment donné en Europe, ils vont le faire, hein, c'est certain. Et qu'est-ce qui Heu, va arriver après MG comme véhicules chinois qui vont marcher? alors il y en a un qui marchera forcément à mon avis, hein, même si aujourd'hui les résultats sont pas extraordinaires, c'est BYD. Parce que BYD, est devenu, le 4e, constructeur mondial devant Ford, le mois dernier, hein. Donc, voilà, 20 ans, 100 ans, bah, il passait Et devant. BYD ne fait que de l'électrique et de Non, non, l'hybride. non, non, Ils font aussi du BYD fait thermique? aussi du thermique et fait aussi de l'hybride, hein. C'est, différence avec Tesla qui est full électrique. Mais BYD est passé aussi, je crois, récemment devant Tesla en vente mondiale de véhicules électriques. Donc BYD, et Tesla d'ailleurs, c'est le seul, de tous, enfin pas le seul, mais c'est un constructeur qui est sur les 3 grands marchés, hein. Ils Mhm. ont des usines aux Et ils ont des États-Unis, usines partout. en Chine et puis ils en ont En maintenant en Europe, en Europe qui Allemagne. démarrent un peu difficilement et cetera. Et les Tesla qui vendent en Europe viennent de Chine d'ailleurs, hein. Les Tesla Y et les Tesla, 3, Notamment elles parce qu'ils ont viennent eu quelques de problèmes pour les vendre en voilà. Chine. Et puis, parce qu'en Europe, ça démarre, pas avec les mêmes coûts de fabrication et cetera, bref. Mais, donc BYD, leader mondial, je pense qu'ils viendront et ils installeront une usine, très vraisemblablement en Europe et voilà, et c'est une stratégie de long terme et ils vont venir. Bon après, si vous regardez les exemples les plus récents, vous avez Highways, que j'ai lancé aussi en 2021, qui a des problèmes financiers aujourd'hui, mais qui sont peut-être en passe d'être réglés, je ne sais pas trop, qui est un produit, magnifique. Vous avez, Ceres qui a été lancé, à peu près en même temps, mais qui n'arrive pas vraiment à se développer. Vous avez NIO? Vous avez Leapmotor, parle que de la France, hein. Que de la France, d'accord. Leapmotor, qui a vendu 200 voitures là, à fin septembre. Maxus sur les utilitaires qui va être lancé maintenant. Donc, mais vous n'avez pas encore beaucoup de gens présents. Oui, c'est Vous avez c'est pour ça que beaucoup ça inquiète de le plus, parce voilà, que quand on voit ce qu'a fait MG en 3 ans, ouais, si vous avez 4-5 constructeurs qui font la même chose, ils ne le feront heu, pas tous. Ils le feront pas tous et même, MG ou au-delà alors des les constructeurs 1,5. européens qui fabriqueront en Chine. Le bon exemple, c'est la Dacia Spring, Oui, tout à fait. Dacia Spring, qui est la voiture la moins chère du marché aujourd'hui, hein, exactement, puisque, qui est fabriquée en Chine. fabriquée en Chine, 100 dans un partenariat, de Renault, heu, avec Dongfeng et qui lui permet d'avoir le prix d'entrée. D'ailleurs, le marché français, c'est assez curieux parce qu'il est
vous avez le leader des ventes, c'est la Tesla Y, qui est juste en dessous du plafond à 47 000 €, Pour donc obtenir des plutôt aides. très cher. Et puis le deuxième, ou suivant les mois, c'est la Dacia Spring, qui est le véhicule le moins cher, quoi, hein. Voilà. Mais Mais ça montre bien la problématique du marché et de l'achat des véhicules électriques. Mais d'ailleurs, oui, on va y venir juste après. après, Mais donc, pour les particuliers notamment. si vous voulez, il y a beaucoup de constructeurs qui aujourd'hui sont pas là, mais ils viendront pas tous, hein. Parce qu'ils regardent comment les choses se passent, ils regardent la mise en place du score écologique en France, ils regardent l'enquête lancée par Ursula von der Leyen sur les subventions des véhicules chinois. Et puis, il faut pas se leurrer non plus sur la différence de coût de fabrication. Quand vous prenez des voitures vendues en Chine, que vous retirez la TVA chinoise, que vous retirez la marge que les concessionnaires chinois font, que vous rajoutez le coût de transport pour venir en Europe, que vous rajoutez la taxe de 10% de droits de douane aujourd'hui, qui pourrait augmenter si l'enquête sur les subventions était défavorable dans son résultat, que vous rajoutez la TVA européenne, que vous rajoutez voilà, les marges que les gens qui vendent les voitures doivent se faire, les différences de prix ne sont pas considérables. Donc, pour moi, ça n'est pas vrai qu'un véhicule chinois peut être à moitié prix d'un véhicule européen en Europe. Ça n'est pas vrai. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Économiquement, ça ne marche pas. Alors ça me donne une bonne Oui, transition vers le problème, on va dire, social, oui. qui est celui de, on va dire, de la contrainte de fait, Mmh. pour les consommateurs et pour les automobilistes de changer de véhicule et notamment de se Oui, débarrasser des plus anciens, heu ceux qui émettent le plus de polluants atmosphériques oui. et dans leur fonctionnement, en tout cas, de gaz à effet de serre, qui vont être, on va dire, interdits de circulation dans les zones à faible émission. Alors là aussi, vous avez raison, il y a une espèce de pragmatisme, c'est-à-dire Oui, qu'on s'est quand même rendu compte des conséquences oui. sociales et du fait de, on va dire, d'exclure les populations de la France périphérique Oui, et les plus modestes oui. de possibilité de circuler dans certains endroits. C'est quand même sociologiquement très, très Voilà. compliqué et socialement et politiquement très compliqué et très peu acceptable. Il faut dire que, mais pour autant, Oui, c'est quand même la logique des choses oui, oui. et on va vers ça. Donc, comment faire pour permettre finalement aux personnes qui utilisent le plus leurs véhicules, qui n'ont pas accès la plupart du temps au transport en commun parce qu'elles habitent dans la France périphérique, Mmh, d'avoir accès à des véhicules électriques, de pouvoir avoir accès également à des bornes pour les mmh, recharger. mmh, C'est un problème qui n'est pas réglé, qui n'est pas résolu aujourd'hui mmh. et sur lequel, jusqu'à présent, les gouvernements et les politiques auxquels n'ont pas apporté vraiment de réponse. Ils se cherchent, ils Donc, trouvent pas ils ne de, trouvent pas de réponse. mais Ils trouvent pas de réponse. pour reprendre ce que vous disiez, donc il y a effectivement les zones à faible émission, toutes Les métropoles, les métropoles de plus de 150 150 000 000. habitants qui doivent mettre ça en place. Et le ministre de l'Environnement qui récemment a dit que seules celles qui dépassaient les seuils d'émission étaient obligées de mettre en place des Ils mesures retardent un peu les restrictives. choses par Et rapport à la donc, loi qui a été votée. Ouais. aujourd'hui, il y en a que 4 ou 5 avec Paris, bien sûr, Lyon, Marseille, Lille, voilà. Mais comment permettre l'accès aux véhicules électriques aux gens qui n'ont pas les moyens d'acheter de véhicules? Effectivement, quand vous allez en dehors des grandes villes, vous allez dans ce que vous appelez la France profonde, qui est la France historique, Périphérique. qui est celle où il y avait les gens qui habitaient avant d'aller dans les villes, hein. C'est Les c'est petites celle qui a fait tout villes, le reste. les Voilà, campagnes les petites villes, et les voir les zones campagnes, les périurbaines aussi, les vallées, grandes etc. banlieues. Là-dedans, il n'y a pas de transport en commun. Là-dedans, si vous n'avez pas une voiture, bah, vous ne pouvez pas aller à la pharmacie, vous ne pouvez pas aller Et c'est chez le presque la moitié de la médecin, vous ne population pouvez française, pas hein. aller travailler, faire vos courses. Donc vous êtes Vous pouvez pas SDF, vivre. en quelque sorte. Et en plus de ça, vous avez un niveau de vie qui souvent est très inférieur à celui des grandes villes, parce que bah, il n'y a pas d'emploi. Donc s'il n'y a pas d'emploi, bah, Ou des emplois bien faiblement souvent, ou des rémunérés. emplois faiblement rémunérés, donc bien souvent, il y a qu'1 sur 2 qui travaille, et puis l'autre est au RSA, ça permet d'avoir une couverture sociale, etc. Donc les gens roulent dans des voitures âgées, qu'ils achètent parfois dans les réformes des ventes aux enchères à la fin des vies de EDF, etc. On voit des voitures bleues, des voitures jaunes, etc. Moi, je ne veux pas caricaturer parce que Oui, c'est oui, pas que ça. c'est un peu une Mais caricature il y a ce un que vous faites problème là. il y a un problème de pouvoir d'achat qui est vrai. Et aujourd'hui, quand on regarde le prix des véhicules électriques, en moyenne, un véhicule électrique, il vaut 50% de plus cher qu'un véhicule thermique équivalent.
Et puis, vous en avez un moyenne. marché de Neuf. l'occasion, Qui n'existait pas, mais qui commence à venir. parce que vous parlez de l'importance Oui, du marché de l'occasion oui, oui, pour les gens modestes. oui. Je veux dire, la plupart n'achètent pas de véhicules neufs et donc ils achètent des marchés Que d'occasion. Et le d'occasion. marché d'occasion électrique n'existe pas ou existe très peu. Et puis après, il y a un Alors, problème technique sur lequel on reviendra oui, peut-être, qui est l'usure des batteries, qui est la pièce oui. essentielle des véhicules Alors, électriques. comment dire, effectivement, le marché du véhicule d'occasion n'existait pas, mais il commence à se développer. Hein. On a Occasion électrique. 1% du parc aujourd'hui, du parc français, 38 millions de voitures qui circulent, 1% qui est en véhicule électrique. Donc ça commence à venir. Donc les ventes commencent à se faire. Et je regardais récemment une étude du Bon Coin, hein, qui est le Mhm. site sur lequel se vendent le plus de véhicules d'occasion, qui dit que dans les 6 derniers mois, le prix des véhicules électriques d'occasion a baissé de 13%. Mhm. Hein, alors, Ça veut le dire que truc intéressant, l'offre est un peu plus importante. l'offre est un peu plus importante, donc les prix baissent. Les prix des véhicules neufs a monté de 20% en 2 ans, entre 2020 et 2022. Le prix des véhicules d'occasion, puisqu'il y avait une pénurie de véhicules neufs, les gens ont acheté des véhicules d'occasion, donc il a augmenté aussi de 30% en 3 ans. Et là, donc ça baisse un peu, il commence à y avoir des volumes sur le marché, donc il commence à y avoir une offre de véhicules électriques. Et après, à mon sens, le véhicule électrique, en général, les batteries sont garanties 8 ans et 150 000 ou 160 000 kilomètres. Donc ça doit permettre de faire un premier cycle de location auprès des entreprises, qui sont les gens qui ont le pouvoir d'achat d'une certaine manière le plus élevé et qui l'intègrent comme un coût de production. Donc louer ces voitures pendant 2 ou 3 ans à des entreprises, les reprendre, les refiter un petit peu, les revendre d'occasion une deuxième fois avec une location pour que ce soit le loyer mensuel qui compte et pas le prix d'achat. Mhm. Hein, parce que vous pouvez avoir un prix d'achat élevé et des loyers relativement faibles. On y reviendra si vous voulez, mais Les un questions de deuxième location cycle, longue durée, voilà, notamment, des on choses peut comme faire ça. un deuxième cycle derrière pendant 2 ou 3 ans, et on peut refaire encore un deuxième cycle après, pendant 2 ou 3 ans, et à chaque fois baisser les loyers de 100, 150 euros pour arriver à des loyers qui sont compatibles avec ce que les gens dans ces zones-là peuvent se permettre. Et le véhicule électrique, aujourd'hui, si on regarde le coût d'usage, hein, 2 € pour faire 100 km si on se charge chez soi dans son garage, contre 10 à 12 € pour un véhicule thermique pour 100 km. Hein. 5 litres au 100, 2 € par litre. Alors, Voilà. vous, Donc, vous avez raison, mais ça dépend où vous rechargez. oui, Si mais vous êtes chez obligé de vous, recharger sur des bornes c'est plus cher. dites publiques, c'est-à-dire C'est plus accessibles au cher, mais public, c'est c'est encore moins beaucoup cher. plus cher. C'est plus cher, mais c'est encore moins cher que aujourd'hui avec les coûts du pétrole, Des carburants. voilà, des carburants. Voilà. Mais donc, je pense que c'est ça qui va permettre réellement d'aller proposer des offres de véhicules électriques à des gens qui aujourd'hui n'ont pas les moyens de se le permettre. C'est le deuxième cycle, troisième cycle, donc c'est la constitution du marché des véhicules d'occasion. En France, aujourd'hui, il se vend, si on fait VP plus VU, hein, 2 Véhicules millions, particuliers plus voilà, véhicules véhicules particuliers, utilitaires. véhicules utilitaires, 2 200 000 voitures neuves par an, Oui, voilà. autour de 2 millions, 2 millions, Et ça ils dépend. vendent 5,7 millions de véhicules d'occasion, donc 3 fois plus. Sur les véhicules électriques, c'est l'inverse. Ils se vendent, j'allais dire, 3 fois plus de véhicules neufs que de véhicules d'occasion. Donc le marché n'est pas encore constitué, il faut qu'il se constitue. Quand il se constituera, il y aura un effet de prix, etc. Je reviens sur le prix. Et Oui, mais est-ce qu'il sera constitué d'ici 2035, sachant que, compte tenu de l'évolution, oui, en fait, les ventes de véhicules à oui, motorisation thermique oui, vont baisser considérablement bien avant 2035. oui, oui, C'est oui, que les constructeurs, à un moment donné, n'auront plus oui, oui, intérêt du tout oui, oui, à faire tourner leur chaîne de fabrication de véhicules qui vont oui, disparaître. oui, Hein. il va, Ça veut dire que l'objectif, c'est 2035, mais oui, dès 2030, ce oui, qui est pas loin, hein, dans oui, 7 ans, oui, il n'y aura plus beaucoup de véhicules à moteur oui. thermique en vente. Hein. Écoutez, moi, Neuf. je faisais hier, Ce qui va poser un autre problème, oui, qui sera la question suivante, oui, qui sera est-ce qu'on aura les capacités en termes de chaîne de production et en termes de oui, matières premières, oui. pour fabriquer et d'accès aux matières premières, pour fabriquer toutes les batteries et tous les véhicules qu'il faut, sachant qu'il va falloir qu'on ouvre quelques centaines de mines dans le monde. On Oui, oui. continue. Alors, non, mais pour en venir À l'accès aux véhicules, hein. des populations Donc, non favorisées, on va dire, aux hier, je véhicules. faisais une projection de marché et j'imagine que le marché en France va dépasser les 30% de véhicules électriques en 2027. D'accord. Bon, on est à 19% là au mois de septembre, 16% en cumul depuis le début de l'année. Mhm. La trajectoire, c'est normalement 100% en 2035. Donc moi,
Je pense qu'en 2027, on va atteindre 30%. Et vous pensez que On est l'électrique va dans également percer dans l'utilitaire, dans les véhicules Alors, utilitaires? d'abord, question. on est Pardon. sur une tendance lourde, hein. Maintenant, on est Mmh. dans les phénomènes de foule, de masse, vous avez toujours 10-90, hein. 10% des gens qui sont les fervents défenseurs de quelque chose, 80% qui ne savent pas trop et 10% qui sont farouchement opposés. Mmh. Bon, aujourd'hui, il y a 19% du marché. Vous avez Les franchi gens les qui sont 10. pour, voilà. Donc, ils parlent beaucoup plus autour des 80% qui ne savent pas. Et donc, le marché va accélérer, etc. Donc, voilà. L'accès aux véhicules électriques, même neufs, hein, donc c'est pas simplement un prix d'achat qu'il faut regarder, c'est le loyer. Et si vous faites des efforts sur votre valeur résiduelle, qui est la valeur, quand vous faites un loyer, vous achetez une voiture, vous avez le coût de l'argent, vous la gardez pendant 3 ans, puis au bout de 3 ans, vous Quelle est la la rachetez, valeur vous la résiduelle de la revendez. Quelle est la voiture? valeur résiduelle? Historiquement, la valeur résiduelle des véhicules électriques est beaucoup plus faible que celle des véhicules thermiques. C'est en train de se corriger. Et donc, cette correction-là, plus l'effort que les constructeurs peuvent Alors, faire en gardant dans leur excusez-moi de vous cycle. interrompre, elle Oui, est moins élevée à oui, cause de questions techniques ou à cause de craintes techniques qui sont plus ou moins justifiées? C'est-à-dire que, pour en revenir à, oui, je me répète un peu, oui, mais l'essentiel de la oui, valeur d'un véhicule électrique, ce sont les batteries. C'est oui, l'essentiel oui, du coût de oui, fabrication et de la valeur oui, intrinsèque du véhicule. oui, Il y a une usure mmh, des batteries, oui, comme de toute façon sur les moteurs thermiques, il oui, y a aussi une usure du moteur, etc., oui. ou de la boîte de vitesse. Euh, est-ce que l'usure des batteries fait qu'au bout de 3 ans ou de 5 ans, les capacités du véhicule Oui. électrique Alors, se réduisent beaucoup, Alors, là-dedans, il y a beaucoup d'autonomie, de choses comme ça, de là-dedans, il puissance? y a beaucoup d'aversion au risque, hein. Mhm. Les grands loueurs de véhicules, c'est Arval, c'est la Société Générale, c'est le Crédit Agricole, donc c'est des banquiers. Les banquiers, c'est des gens qui sont assez prudents en général, hein. Donc, je parlais hier avec quelqu'un issu d'un autre univers industriel qui me disait quand on sait pas, dans 5, 10, 15 ans, on multiplie le prix par 3. Voilà, comme ça, on imagine qu'en multipliant le prix par 3, on va se garantir contre le risque d'avoir des pertes. Voilà. Voilà. Bon, bah, d'une certaine manière, quand les véhicules électriques sont arrivés sur le marché, et en plus avec des solutions qui étaient peut-être pas toujours très lisibles par tout le monde, parce que parfois on vendait la voiture et puis on louait la batterie séparément. Donc maintenant, C'est ce qu'a fait Renault pendant quelques voilà, années. majoritairement, on vend la voiture avec la batterie, donc c'est un peu plus simple. Ben, voilà, on prend pas de risque et donc on sous-valorise la valeur résiduelle du véhicule, etc. Maintenant, on a un peu plus de recul. On a des voitures qui sont revenues. Et donc, la bonne surprise qu'on a aujourd'hui, c'est de voir que les batteries, elles ont un état qui est généralement supérieur à celui qu'on avait imaginé. Une batterie, on regarde le state of health, le SOH, voilà. Sa Et santé, on va voilà, traduire en français, exactement, la santé de la batterie, l'état de santé de la batterie. Et on considère, la plupart des constructeurs considèrent que la batterie peut continuer à avoir un usage dans la voiture, un usage automobile, à partir du moment où son state of health est supérieur à 75%. C'est-à-dire qu'on C'est-à-dire peut quand la elle conserve recharger 75% de sa capacité. nominal. La même chose que si vous prenez votre téléphone, j'ai Ouais. rangé pour éviter qu'il sonne, prenez votre téléphone, vous pouvez regarder le state of health de la batterie de votre téléphone et vous allez voir, vous l'avez acheté il y a La 2 ans. cellule est exactement la même que celle que Voilà, vous c'est avez pareil. vue. Vous l'avez acheté il y a 2 ou 3 ans, ben aujourd'hui, il fait 85 ou 80%, il va se charger qu'à cette hauteur-là et pas au-delà. Donc, dans l'automobile, on dit, il faut que ça garde Et 75%. ça reste jusqu'à 70-75% de capacité au bout de combien d'années en moyenne? Je ne Bah, sais pas au si ça moins veut dire. pendant l'année que les constructeurs garantissent. Donc, ils C'est pendant les garantissent 8 8 ans. ans ou 150 000 kilomètres. Et là aussi, ils prennent pas de risque. Donc, si vous voulez, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les voitures, elles reviennent plutôt avec des batteries dans de meilleur état que ce qui avait été imaginé. Et donc, Mais vous pouvez acheter une voiture ça fait thermique qui a remonter. 20 ans, elle fonctionne bien. Oui. Donc une voiture électrique à batterie qui a 20 ans, ça ne semble pas réaliste si elle a sa batterie d'origine. Non, parce que après, Mais ça tout veut dire dépend. 8 ans, 8 ans 8 ans, c'est la garantie. la garantie. Ça veut Donc dire ça peut que aller un peu plus loin si éventuellement. avant 8 ans ou avant 150 000 Elle est kilomètres, à moins de elle est à 70. moins de 75, je vous la remplace. C'est ça que ça veut dire. Mais après, si au bout de 8 ans, mettons qu'à 9, 10 ou 15 ans, elle soit encore à 60%, même 60%, donc elle est plus garantie. Mais en revanche, elle vous fait 60% de l'autonomie pendant laquelle elle est donnée. Si votre voiture est donnée à 400 km WLTP, ce qui est la norme aujourd'hui à peu près admise, 60% de 400, ça fait quand même 240. Donc ça veut dire que
suivant cette norme-là, vous pouvez encore faire 240 km. Il y a beaucoup de gens, 80% des Français font moins de 80 km par jour en voiture. Bien sûr. Donc vous avez beaucoup de gens pour lesquels même faire 240 avec une voiture qui aurait 15 ans, ça va bien. Et si ça me permet de l'avoir à 100 € par mois ou de l'acheter au prix d'un diesel d'occasion de 15 ou 20 ans, ça me fait ma rue Michel. Merci d'avoir regardé cette émission. C'était le premier épisode de nos émissions sur les véhicules électriques. Dans une deuxième partie, qui sera en ligne la semaine prochaine, nous nous intéresserons plus particulièrement aux usages des véhicules électriques. Et n'oubliez pas de vous abonner, ce qui vous permettra de ne rater aucune émission et surtout pas la suivante.